L'influence du modernisme, la pauvreté, parce que quand les gens sont pauvres, ils n'ont pas le temps pour éduquer leurs enfants. Tout le temps est mis à la quête du bonheur, etc. Il y a la perte de repères. Nous n'avons plus de référence dans la société. On promouvoit des contre-valeurs. Exemple, dans la lutte, aujourd'hui ce sont les balagaïs, les modulos qui sont pris comme valeurs, alors qu'on pouvait avoir d'autres valeurs dans notre société. Des personnes sur qui on peut se référer pour tendre vers l'avant. Il y a également comme contre-valeur des artistes. Souvent on voit à la télé des danseurs, des musiciens qui ne sont pas des modèles, qui ont des accoutrements qui laissent à désirer. Et souvent la jeunesse a tendance à suivre ces artistes-là aveuglément. Il est revenu également sur la question de l'Assemblée nationale. En Assemblée, s'il y a des plénières souvent, ce sont vous voyez des gens qui se crêpent le chignon, se bagarrent, qui échangent des propos discourtois, etc. Les réseaux sociaux également, les programmes télévisés qui nous séparent de nos réalités, qui nous déconnectent de la réalité, de la tradition. Il est revenu sur le mécanisme de régulation interne et il a ouvert là-bas une brèche sur la philosophie en parlant du surmoi, et notamment avec la parabole du Jomb et du Rousse, je pense. Là. Et pour dire qu'il y a des désirs canalisés et la psychose même de la honte. Voilà. La crise de l'école également. L'école, comme il l'a si bien dit, n'éduque pas, mais l'école instruit. Et l'enfant qui va à l'école souvent, il est parfois déconnecté du milieu familial. Il perd cette chaleur humaine-là qu'il avait dans son milieu familial. Pour ce qui est des conséquences, il y a un manque de respect total. Les gens ne respectent plus, ne se respectent plus. Les jeunes ne respectent plus les anciens, les vieux. L'accompagnement des jeunes, les jeunes qui s'habillent comme ils veulent. Ce n'est pas pour rien qu'on a instauré à l'école la tenue ou bien la blouse scolaire. Le phénomène de la mode, la violence langagière ou verbale, les écarts de langage, absence de retenue chez la personne, la violence physique, les compétitions malsaines, donc la médisance, la méchanceté, la diffamation, ce sont des choses que nous retrouvons dans notre milieu de travail, etc. On promouvoit des contre-valeurs, l'homme est relégué au second plan, tandis que l'homme, c'est quand je dis l'homme, c'est le même homme, cet homme-là qui est sincère, cet homme qui est honnête, qui est pétri de valeurs, il est relégué au second plan, alors que le roublard, c'est quelqu'un qui est porté comme un héros dans la société. Et il a donné l'exemple très pertinent de Samuel Ousmane. L'honnêteté est un délit aujourd'hui au Sénégal. Et pour les solutions maintenant, il n'en manque pas. Il y en a beaucoup de solutions. Et on peut, pour les solutions, étendre le débat. Essayer de voir quelles sont les voies et moyens que nous pouvons prendre pour essayer de revenir sur la carte de départ. C'est-à-dire que les valeurs que nos parents nous ont léguées et qui peuvent servir de ligne de conduite pour la société. Il a parlé de l'engagement au sein des familles. Il faut que les familles reprennent le flambeau pour éduquer davantage les jeunes. Parce que l'éducation doit commencer par la famille, au sein de la famille. Si les parents démissionnent, ce serait une catastrophe pour la société. Donc voilà en un mot les points sur lesquels notre conférencier est revenu et nous le remercions. Maintenant, sans plus tarder, nous allons donner la parole d'abord au doyen Sow. En tant que doyen, je pense qu'il est la personne la mieux informée et la plus apte pour nous parler surtout des mécanismes de régulation tels que le surmoi en philosophie, dans la philosophie et dans ce qu'on appelle la psychanalyse. Monsieur Sow, vous avez la parole. Merci, chers collègues, de m'avoir associé à cette journée de réflexion autour du thème de la crise des valeurs. Je crois que l'organisation de ces journées culturelles ou de ces manifestations du gouvernement scolaire du lycée constitue déjà un bon prétexte pour introduire la question de la crise des valeurs.
quel est notre rapport au temps en tant que Sénégalais? Quel est notre rapport au travail? Je crois que ce sont les questions que nous devons déjà nous poser. Et pour ce qui concerne notre rapport au temps, remarquons que cette conférence qui devait commencer à 9 h, finalement c'est vers midi que ça commence. On devait s'attendre à une foule immense. On n'a que quelques intéressés qui sont là. Et si cet après-midi on organisait une soirée de sabar ou de khawari, ce serait la bousculade. Voilà donc un bon élément d'appréciation de la crise des valeurs. C'est assez pertinent pour dire où nous en sommes aujourd'hui. Notre rapport au travail, on considère que c'est par le travail que nous devons nous épanouir d'abord, que nous devons trouver et accumuler des richesses. Or, aujourd'hui, nous prenons des raccourcis. On vous dit sans soucier, toute honte bout, que Khalis Kendouko Ligue et c'est cette philosophie de la débrouillardise ou de la roublardise, le mot est lancé tout à l'heure, et c'est cette philosophie de la roublardise, mais qui caractérise l'homo sénégalensis aujourd'hui. Et M. Diabon a dit qu'on peut définir la crise des valeurs de façon polysémique. Je voudrais reprendre la belle définition d'un auteur qui dit que la crise, c'est lorsque l'ancien ordre est mort et que le nouvel ordre tarde à se mettre en place. Donc il y a une situation d'incertitude où on ne sait plus où on va et où on ne peut plus retourner en arrière. Je crois que c'est un peu Marie Ndiago dans son humour caustique qui dit Youssou Ndour s'est bien trompé en disant boo xamatul foo jëm dellu fa nga jóge woon. Boo demee ba xamatoo foo jëm est-ce que di nga mën a tax dellu fi nga jóge woon yow mi fekk da ngaa réer. Quand on s'est perdu, M. Diabon a utilisé le mot repère. Or le mot repère nous installe dans la situation d'orientation. C'est comme quelqu'un qui est dans une forêt et qui doit s'orienter et qui malheureusement a perdu le repère. Il ne sait plus où il en est, il ne sait plus où il doit aller. Et je crois que notre première question que nous devons nous poser, c'est où voulons-nous aller? Et quelle monture devrons-nous enfourcher pour aller là où nous voulons aller? Mais ce rapport que j'ai défini tout à l'heure, le rapport au temps, si on définit le rapport au temps, on pourrait parler dans l'école d'assiduité, de ponctualité. Remarquez, commençons par nous-mêmes. Il y a des collègues comme moi qui ne sont jamais ponctuels, qui ne sont pas assidus. On remarque la même chose au niveau des élèves. Et on ne peut pas développer une société avec un rapport aussi laxiste au temps. On ne peut pas développer une société avec un rapport aussi laxiste au travail. Mais je crois que là où M. Diabon a mis le doigt et sur lequel nous devons beaucoup insister, c'est la famille, qui constitue la première société. Là où on doit formater les consciences. Et c'est cette famille qui s'est complètement dilatée aujourd'hui. C'est cette famille qui s'est complètement disloquée. C'est cette famille qui est complètement éclatée. Et parlant de l'Assemblée, parlant de l'école, parlant des politiciens, ce n'est pas étonnant. Si la cellule de base qui devait constituer le lieu de formatage des consciences, d'éducation à la citoyenneté, d'éducation à l'honnêteté, si cette famille-là, elle est complètement dilatée, elle a complètement disparu, on ne peut pas s'attendre à mieux que ça. Parce que la famille, à certains moments, étaient des moments privilégiés pour l'éducation. Ne serait-ce que le partage du bol. Aujourd'hui, vous allez dans beaucoup de familles, on ne mange plus ensemble. Chacun pour soi. On a l'impression que maintenant, c'est le self-service dans les maisons.
À la limite, peut-être, on ne prend qu'un seul repas ensemble. Or, le moment du repas était un moment d'éducation. Se mettre autour du bol, manger, faire manger les enfants, distribuer ce qui est au milieu du plat, était une belle manière d'éduquer. Mais maintenant, on ne mange plus ensemble. C'est parce qu'on ne mange plus ensemble qu'on n'est plus ensemble. C'est parce qu'on ne boit plus ensemble. Il y avait des mécanismes presque, disons, métaphysiques que les parents utilisaient pour souder les liens entre les familles. On buvait dans le même canari, avec le même pot. Maintenant, aller dans les maisons, c'est des bouteilles que l'on met dans le frigo. Chacun vient, chacun boit. Personne ne boit en même temps. Personne ne mange en même temps. Personne ne reste en même temps dans une famille. Là, parler des réseaux sociaux, aller dans une famille. On est là, mais on est ailleurs. Le père est avec son portable, il est connecté ailleurs. La maman, son portable, elle est connectée ailleurs. L'enfant, son portable est connecté ailleurs. Ça veut dire que nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes tournés vers l'extérieur. Et c'est vers l'extérieur que nous cherchons maintenant de nouvelles valeurs. Les modèles sont là. C'est parce que nous ne voulons plus de ces modèles. Parce qu'on nous a proposé des contre-modèles. Si le lutteur aujourd'hui est devenu un modèle, si l'artiste, le danseur sont devenus des modèles, mais c'est parce que la seule valeur qui vaille au Sénégal maintenant, c'est l'argent. Il y a quelques années, une femme priait pour ne pas mettre au monde un lutteur. C'était une honte pour une femme de mettre au monde un lutteur. Aujourd'hui, pratiquement toutes les femmes rêvent d'avoir un lutteur dans la famille. Parce qu'on peut gagner 150 millions une après-midi. Chanter, danser étaient considérées comme des activités marginales. Aujourd'hui, elles sont devenues des activités principales. Il faut savoir danser, il faut savoir chanter aujourd'hui pour devenir une star, pour avoir le buzz, pour être donné un modèle dans les télévisions. On aura beau dire sur les députés, on aura beau dire sur les politiciens, mais il n'y a pas de miracle ici à attendre. C'est la société qui est comme ça. Et une société ne peut produire que ce qu'elle formate. Or aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de formatage. Le surmoi dont parle M. Diabon et que reprend M. Thiam, autrement dit, cette confiance, parce que le surmoi d'un point de vue psychanalytique, c'est ce que le parent inculque à l'enfant. C'est la représentation symbolique du parent. C'est la présence du parent en nous, en l'enfant. Or, quand le parent n'est plus le modèle, mais le surmoi éclate. Il y a des enfants, si on leur demandait de naître à nouveau, ils choisiraient d'autres parents. Beaucoup de Sénégalais, si on leur demandait de renaître, ils choisiraient d'autres nationalités. Beaucoup de Sénégalais, si on leur demandait de renaître, ils choisiraient d'autres couleurs. Et voilà pourquoi, mais je ne veux désigner personne, mais tout le monde connaît pas le phénomène de la dépigmentation. Et le phénomène de la dépigmentation est une manière de dire à Dieu, tu m'as créé noir, tu m'as fait du tort. J'aurais voulu devenir blanche. Et voilà comment fonctionne notre société. Si je veux reprendre un peu la critique de Marx à l'égard de la philosophie de Hegel, Marx dit la philosophie de Hegel a comme la tête en bas et les pieds en l'air. Nous avons l'impression que notre société aujourd'hui, elle fonctionne suivant le modèle de la philosophie hegelienne. Elle a la tête en bas et les pieds en l'air. Nous marchons sur la tête. Et quand nous marchons sur la tête, ce qui devait servir de référence étant maintenant les pieds, mais les pieds ne donnent jamais de bons conseils. Voilà pourquoi nous en sommes aujourd'hui là. Le constat est amer. Faut-il maintenant désespérer? Peut-être non. Les solutions sont là. Et la véritable solution, c'est de redonner à la famille sa véritable place, sa véritable dimension d'éducation, de promotion des valeurs. Si on ne réussit pas à faire cela, nous sommes au bord du gouffre. Et un seul pas, nous sommes à terre. Et il faudrait bien, je voudrais terminer par ça, que nous acceptions, comme le dit le professeur Serigne Mor Mbaye, de faire un grand dépôt national.
Mais nous sommes dans une société de folie. Et pour guérir la folie au Sénégal, il faut faire un neuf. Il faut que le Sénégal fasse un grand fonds national où les responsabilités devraient être situées sans complaisance. Et quand nous sortirions maintenant de cette séance d'exorcisme, nous aurons une meilleure société. Sans quoi, le gouffre est là, il nous attend. Que Dieu nous sauve. Merci.